Bonjour, bienvenue sur les chemins de la République pour un nouvel épisode des colporteurs du web. Un épisode des colporteurs du web que nous consacrons aujourd'hui à la thématique les Roms à l'épreuve de la crise du Covid. Pour parler des Roms, nous avons des invités, ceux de l'association Rencontrons-nous que je vais présenter dans un instant. La question des Roms, il n'y a pas de chiffre précis, mais on estime entre 15 et 20 000 le nombre de Roms qui vivent en France dans des bidonvilles. Ils viennent majoritairement de Roumanie, de Bulgarie. Ce sont des Européens à part entière et pour autant, ils font l'objet d'une logique d'exclusion, de préjugés tenaces au quotidien, de l'indifférence, du rejet, voire du racisme ordinaire. À Toulouse, tout proche de nous, il y a environ 200 Roms, peut-être un petit peu moins, qui vivent dans le camp de la Flambert. Près de la moitié sont des enfants, dans une pauvreté, une précarité extrême. Et avec des conditions de vie qui ne respectent pas toujours le droit des enfants et des familles. Donc, qui sont ces Roms que l'on connaît si peu et pourquoi sont-ils là et comment est-ce qu'ils vivent? Comment vivent-ils également cette crise sanitaire d'ampleur que nous vivons aujourd'hui en étant dans la promiscuité et pratiquement sans secours ni moyens? À leur côté, une association et des bénévoles, l'association Rencontrons-nous, parmi lesquels Andrei Nicolae, tu as 18 ans, tu es arrivé en France en 2010, tu avais 7 ans, tu viens de Roumanie. Lorsque tu es arrivé en France, tu ne parlais pas du tout français. Tu vas nous raconter dans le courant de cet échange comment ça s'est passé pour toi, pardon. Et tu as, grâce à l'association Rencontrons-nous, obtenu récemment un poste en CDI de médiation scolaire au sein du camp pour aider ta communauté. Et tu t'investis dessus, donc tu vas nous expliquer ça. À tes côtés, Frindus Nitu, tu as 18 ans. Tu es également originaire de Roumanie, mais tu es né en France. Voilà, tu vas nous raconter bien entendu également, et tu es pour l'instant volontaire en service civique au sein de l'association Rencontrons-nous, et tu l'espères, et nous aussi, peut-être bientôt salarié de l'association. Voilà, en face de moi et avec nous, Nathalie Vigneault, qui est fondateur de l'association Rencontrons-nous, dont tu es aujourd'hui le coordinateur. C'est une association que tu as fondée en 2014. Tu étais alors étudiant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'association et la démarche qui a été la tienne lors de la fondation? Oui, alors déjà, bonjour à tous. Et en introduction, merci Jean-Luc et au Chemin de la République et au département de nous inviter en ce 8 avril. Qui est la Journée internationale des Roms. C'est pour ça qu'on fait ça ce soir. Donc merci à toute l'équipe. Et merci de le rappeler, effectivement, que c'est le 8 avril. Et oui. Alors, Rencontre-nous, c'est né en 2014 d'un projet étudiant pour, à la base, lutter contre les discriminations et le racisme dont sont victimes les populations roms. Alors, le projet est né de l'affaire Leonarda, qui était cette lycéenne kosovarde que le gouvernement avait décidé d'expulser. Et s'en était suivi tout un déferlement politico-médiatique contre les Roms. Et on s'était demandé, nous, de notre point de vue d'étudiants, comment changer les regards sur ce discours haineux qui est véhiculé. Ça faisait déjà depuis 2010, c'est le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Mais comment changer le regard qu'on a sur les Roms et surtout quelle place donner aux Roms. Donc on a décidé de passer par la culture, de passer par un projet culturel pour travailler avec les Roms. On peut peut-être préciser que tu étais alors étudiant en master d'intervention culturelle. Oui, exactement, à l'Université Toulouse-Capitole. Et donc ça s'est fait dans le cadre d'un projet étudiant. Et sauf qu'en arrivant sur le terrain de la Flambert, parce que l'idée de base c'était de travailler avec les Roms, c'était vraiment notre parti pris. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé très vite en novembre 2013 sur le terrain de la Flambert et qu'on leur a proposé des activités culturelles. Donc le projet, je vais vite sur l'historique parce que ça demanderait un colporteur à part entière, je pense. Mais sur l'aspect culturel, ça répondait à une demande et un besoin de la part des habitants, puisque l'idée c'était de les sortir du terrain pour qu'ils découvrent la ville dans laquelle ils étaient. Donc on a pérennisé le projet en 2014 et on s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 3 piliers. On a toujours ce volet culturel qui est très important, donc qui va permettre de diffuser les cultures tziganes, mais aussi de s'ouvrir culturellement pour les jeunes. Donc on va faire du théâtre, on va faire de la poésie, on va aller dans les musées, etc. On a un volet éducation qui est représenté avec Andrei par la médiation scolaire, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Et on a un volet insertion professionnelle, puisque Andrei est salarié. Et l'association Rencontrons-nous accueille en simultané 5 jeunes volontaires en service civique, dont Frindus fait partie,
qui sont tous Roms du terrain. Donc on a un réel accompagnement socio-professionnel pour ces jeunes-là. Tout à fait. Et Nathanaël, avec une grande modestie, a omis de signaler, mais je vais le faire pour lui, que Rencontre-nous, cette association, est lauréate du prix de la Fondation Connect-G, qui est un important acteur de l'action sociale en France. Et ce prix date de 2019, si je ne me trompe pas, voilà. Et donc c'est une sorte de consécration des actions de l'association, une pérennisation. Voilà, donc sans faire beaucoup de transition, je viens peut-être à la question essentielle pour cet échange. C'est qui sont les Roms? Déjà, d'où vient le terme et qui sont-ils? Alors, qui sont les Roms? C'est une question compliquée et d'actualité, puisque c'est un débat sémantique. Je ne vais pas dire que personne n'est d'accord, mais presque. En fait, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que c'est difficile de définir qui sont les Roms, parce que chaque personne concernée va s'auto-identifier à sa manière. Donc c'est important, ce postulat de base est très important. Ensuite, malgré tout, on peut donner quelques clés de lecture. Il y a le terme Rom, c'est un terme qui a été créé donc, le 8 avril 1971 par la communauté Rom elle-même, qui s'est réunie au premier congrès international à Londres. C'est pour ça que le 8 avril est la journée internationale des Roms. Et le 8 avril, ils ont décidé de se définir comme Rom en opposition à Tzigane, qui est un terme qui représentait les Roms et qui a été créé par les Gadjés. Donc les Gadjés, ce sont toutes les personnes qui n'appartiennent pas à la communauté. Donc ils voulaient un terme ils se sont auto-identifiés Roms. Et Rom, dans la langue romani, qui est la langue des Roms ou des Tziganes, ça veut dire homme accompli. Donc ça, c'est la signification du mot Rom. Ensuite, il y a plusieurs définitions du mot Rom. Au niveau européen, les Roms, c'est une espèce de grande boîte où l'Union européenne a décidé le Conseil de l'Europe a décidé de mettre plein de boîtes. Et dans ces boîtes, on va retrouver une boîte qui va s'appeler, alors c'est très schématique, hein, mais il y a une sous-catégorie qui va s'appeler encore les Roms. Et là, c'est ce qu'on appelle les personnes qui viennent d'Europe de l'Est, donc la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie, enfin tout le bloc de l'Est, dont Frindus et Andrei viennent. On a aussi les Manouches et les Santés qui vont être en Allemagne ou en France. Et troisième catégorie, on a les Gitans qui sont dans le sud de la France ou l'Espagne. Donc, et il y en a plein d'autres parce qu'il y a plein d'appellations. Ça, c'est les trois principaux. Et tous ces sous-groupes forment au niveau européen les Roms, et il y en a 10 à 12 millions. Ça ne veut pas dire que les Gitans d'Espagne vont se reconnaître dans les Roms de Roumanie. C'est pour ça que l'auto-identification est très importante. D'accord. Est-ce que vous voulez préciser, Frindus et Andrei? En fait, moi, de base, pourquoi on dit Rome, ça je sais pas. Mais qu'est-ce que je sais, c'est qu'en Roumanie, on nous appelle Tzigans. Du coup, pour moi, je suis Tzigane, quoi. Je suis pas Rome. D'accord. Et Frindus, pareil ou... Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient nous dit t'es quoi, nous on dit on est Tzigane. On dit pas on est Rome. Et ici, il y a les gadgets qui viennent nous dire vous êtes quoi, on dit on est des Roms. Et surtout que le terme Tzigane, il renvoie pour les Roms, il renvoie à la Seconde Guerre mondiale et au génocide. C'est aussi pour ça qu'ils ont voulu un terme qui allait à l'encontre de ça, parce que du coup, ça rappelle une époque douloureuse dont aujourd'hui, et nous, c'est un sujet d'actualité avec l'association, mais les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur histoire, cette histoire. Et donc c'est pour ça voilà, que en Bulgarie, par exemple, les Roms s'appellent les Roms parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on les appelle les Tziganes, alors qu'en Roumanie, c'est l'inverse. Et c'est vrai qu'en France, me semble-t-il, il y a très souvent justement cet amalgame qui est fait entre Roms et Tziganes. Et avec peut-être la précision, c'est que les Tziganes sont assimilés à un peuple nomade, qui bouge beaucoup, alors que finalement les Roms sont plus sédentaires, ont plutôt tendance à s'installer pour rester ou pour chercher à s'implanter. C'est ça, André? Bah oui, en fait, nous quand on est venu ici, on est venu pour chercher du travail et pour rester, quoi, pour avoir un avenir meilleur. Alors justement, ça fait le lien avec la question suivante.
On vient de définir un peu plus, grâce à vous trois, les Roms. Qui sont-ils? Les Roms représentent pratiquement la plus grande minorité d'Europe. Donc la question, c'est pourquoi viennent-ils en Europe de l'Ouest en général, en France en particulier? Quelles sont les raisons de cette migration? En fait, à la base, je vais commencer par l'histoire de mes parents Oui, tout à et fait. de la mienne. Et en fait, mes parents, ils sont venus ici parce qu'en fait, en Roumanie, on n'avait pas le moyen de travailler et de s'en sortir. Et vu qu'ici, les gens, quand ils venaient avant, ils disaient ouais, on peut trouver du travail parce qu'ils travaillent chez les gens et tout. Ben, mes parents, ils sont venus ici pour qu'ils réussissent eux et nous aussi. Et c'est pour ça que voilà, on est venu en France pour s'en sortir. D'accord, donc plutôt pour des raisons économiques, on va dire. Frindus, c'est les mêmes raisons pour ta famille? Oui, c'est la même raison, mais en fait, ma famille, ils sont venus ici pour s'intégrer dans la France. Parce que la France, c'est plus facile pour s'intégrer. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir plutôt. Oui, alors pourquoi ça serait plus facile en France? Parce que là-bas, en Roumanie aussi, on est discriminé par les vrais Roumains. Et ici, on est venu pour travailler, pour avoir une meilleure vie. D'accord. Nathanaël, tu voulais... Oui, après, il faut le remettre, cette migration de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Alors déjà, petite précision pour la suite de ce colporteur. À partir de maintenant, quand on va parler des Roms, on se concentrera sur les Roms d'Europe de l'Est et pas les Roms de la grande boîte générale. On ne veut pas généraliser. Et on va parler des Roms, enfin des situations de la Flambert. Donc on ne veut pas aussi généraliser ce qui se passe à la Flambert sur tous les autres bidonvilles. C'est une petite précaution qu'on préfère prendre pour éviter tous les amalgames possibles. Donc la question sur le pourquoi il y a la migration vers l'Europe de l'Ouest, c'est il y a 30 ans, il y a une trentaine d'années, c'est corollaire à la chute du régime soviétique, puisque dans les pays de l'ex-bloc soviétique, il y avait une égalité de traitement entre les Roms roumains et les Roumains, les citoyens roumains. Donc il n'y avait pas de besoin de migration. Par contre, à la chute du bloc, il y a eu un appauvrissement du pays. Et donc il y a eu des discriminations et le racisme a rejailli dans la société. Et c'est ce qui explique en partie, pas que, mais en partie, la migration vers l'Europe de l'Ouest pour trouver des meilleures conditions de vie. Moi, j'avais été marqué en 2014, quand on est arrivé sur le terrain, il y a une famille qui m'avait dit « En France, les poubelles sont plus pleines qu'en Roumanie ». Et voilà, donc ça, pour moi, ça m'a marqué parce que c'était un cas concret que ça expliquait pourquoi ils venaient en France ou en Espagne ou en Allemagne, parce que la migration ne se fait pas que en France, mais pourquoi on allait de l'Est à l'Ouest. D'accord. Donc effectivement, avec ce que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire la chute du bloc de l'Est, puisqu'effectivement, les droits à l'enseignement, à la santé, à l'emploi étaient acquis, ce qui est loin d'être le cas dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc peut-être, je reviens vers André et Frindus. Comment ça s'est passé du coup pour vos familles? Ils sont venus, donc, on est de le dire, pour des raisons plutôt économiques, même s'il y avait une fuite du racisme et autres. Comment ça s'est passé pour vos familles respectives? En fait, je vais reprendre mon histoire pour Oui, bien expliquer mieux. Du coup, on est arrivé en 2010 en France, directement sur le terrain de la Flambert, pour travailler, pour s'en sortir. Du coup, ma mère, en fait, elle faisait la manche elle a fait la manche jusqu'en 2014 parce qu'on n'avait pas le droit de travailler jusqu'en 2014 en France. Et à partir de 2014, en fait, elle a trouvé un travail et elle a trouvé aussi un appartement, ma mère. Du coup, on a sorti du terrain. C'était vraiment mieux pour nous parce qu'on avait retrouvé un lit quoi, avec une douche ou des toilettes, parce que qui n'était pas le cas sur le terrain. Parce que sur le terrain, voilà, on peut pas se doucher. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de y a pas de machine à laver pour laver les habits. C'est vraiment quelque chose de voilà, c'est des conditions de vie difficiles. Et du coup, on a pu s'en sortir, mais malgré tout ce chemin-là qu'elle a fait ma famille, on a rebondi sur le terrain parce qu'il y a du racisme. D'accord, et ça, on va y revenir juste après. Frindus, peut-être pour ta famille, est-ce que c'est à peu près le même parcours ou ça s'est fait de manière un peu différente? Pour ma famille aussi,
La plupart du terrain, ils ont travaillé en 2015, la plupart, parce que les droits, ils ont ouvert les droits pour travailler. Après, on était relogés à Saint-Martin-Touche et on est bien là-bas parce qu'il y a des conditions de vie normales. Et sur un terrain, il n'y a pas des conditions qu'il faut. Oui, tout à fait. Tu disais, Andrei, dans un échange précédent, que tu avais été choqué lorsque tu arrivais de Roumanie, puisque en Roumanie, tu étais enfant, mais tu vivais dans une maison. Voilà. Et quand tu es arrivé sur le terrain de la Flambert, ça a été un choc, puisque tu étais dans des conditions qui étaient complètement différentes. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, ça? tout à fait. C'était vraiment difficile parce que je ne m'attendais pas à ça. Puisque pour moi, la France, c'était quelque chose de bien, quelque chose de. Voilà, c'était une chance, quoi, comme une chance pour s'en sortir. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les. Je ne m'attendais pas à voir une caravane, je ne savais même pas ce que c'était en fait. Et du coup, ça m'a vraiment choqué. Et après, d'aller faire la manche aussi, parce qu'il fallait aider ma famille. Et en étant petit, c'est compliqué. Et malgré tout ça, en fait, les difficultés qu'on avait sur le terrain pour se nourrir et pour s'habiller, parce que quand tu vas à l'école, t'es petit, il faut bien avoir un cartable et les chaussures qu'il faut, des trucs comme ça. Et malgré toutes les difficultés qu'on a eues, moi j'ai continué à l'école. C'était vraiment important pour moi parce que j'aimais l'école en Roumanie aussi, parce que j'ai fait un an d'école en Roumanie. Et ça me tenait vraiment à cœur d'aller à l'école. Et malgré les difficultés que j'ai eues d'aller aussi à l'école parce qu'il y a du racisme et ça m'empêchait d'avancer et de me concentrer sur mon parcours. Et aussi parce que je faisais la manche avec mes parents pour les aider. Voilà, j'avais des problèmes en français, je ne maîtrisais pas trop. Mais du coup, la seule chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je fais avec ma vie? Il faut que je m'en sorte parce que je suis en France et j'ai toutes les possibilités qu'il me faut. Et du coup, arrivé au collège, il fallait qu'on fasse des stages. Et j'ai choisi de faire un stage en premier dans un Carrefour City. Ça m'a vraiment pas plu parce qu'on mettait des trucs dans les rayons. Et du coup, comme je connaissais Nathanaël depuis 2014, sur le terrain, sur des actions culturelles, artistiques et tout ça. Du coup, comment je connais moi l'association, c'est sur une action qui sont venus avec un bus. Ils nous ont sortis du terrain. C'était dans une... je ne sais plus comment ça s'appelait déjà. Salle de concert. Une salle de concert, voilà. Du coup, c'était la première sortie qu'on a fait du terrain avec l'association Rencontrons-nous. C'était vraiment bien parce que avant ce jour-là, on n'avait pas fait de sortie, on ne savait pas ce que c'était un concert. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu l'association. Du coup, je reviens sur le stage. Du coup, j'ai pu faire un stage avec l'association puisque je la connaissais. Du coup, j'ai vraiment aimé ce que faisait l'association parce que je la connaissais et je savais ce qu'elle faisait. Et on travaillait beaucoup avec les enfants. Et c'est quelque chose qui me plaît, en fait, de travailler avec les enfants. Et c'est de là, en fait, que j'ai refait plusieurs stages. Puis, j'ai demandé à travailler dans l'association et du coup, j'ai passé par un service civique. J'ai fait mon service civique et j'ai redemandé à avoir un contrat parce que je voulais vraiment travailler avec cet asso parce que j'aimais ce que je fais et j'aime aussi aujourd'hui ce que je fais. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai eu le poste d'animateur. Et Voilà, et je suis en train de me jeter un œil dans mes notes puisque j'ai pris conscience que j'ai fait une faute quand je t'ai présenté tout à l'heure. J'ai une précision que j'aurais pu donner, c'est qu'au niveau local, tu es devenu le coordinateur de la campagne nationale École pour tous. C'est ça? ah oui, ça, oui, 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 c'est... Et toutes mes excuses de l'avoir oublié. Il faut que je présente qu'est-ce que c'est. En fait, École pour tous, Comme tu veux, mais oui, oui, oui. c'est un collectif qui réunit plein de jeunes éloignés de l'école. Par exemple, il y a les gens du voyage, les Roms, il y a les migrants, il y a les mineurs isolés. Du coup, nous, on s'est réunis pour une seule raison, parce qu'on a des difficultés dans nos parcours dans l'école. Et du coup, nous, on s'est réunis pour que les... On se bat pour l'éducation et pour l'expulsion, pour la trêve scolaire et pour notre droit. D'accord.
Alors tout cet accompagnement scolaire dont vous allez également pouvoir nous parler peut-être un peu tout à l'heure, je reviens vers Nathanaël avec votre permission. Tous les deux, est-ce que ce sont des parcours classiques qui viennent de nous être explicités par Andrei et Frindus, pardon. Est-ce que ce sont des parcours classiques? C'est des choses que tu croises très souvent sur le terrain de la Flambert dans les actions de Rencontre Nous? Oui, bien sûr. Le point commun, effectivement, c'est que tous... Alors, la Flambert, c'est un terrain particulier, puisque, contrairement à d'autres terrains au bidonville, tous les habitants du terrain, donc ils sont à peu près 160 aujourd'hui, ils étaient 220, plus de 220 en 2013 quand on est arrivé. Ils viennent de la même ville en Roumanie, Barbulești. Sur d'autres terrains, dans d'autres villes, il peut y avoir... c'est très hétérogène. Et puis, la plupart des familles peuvent venir ont traversé d'autres pays avant d'arriver en France ou sur le bidonville. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce qu'Andrei disait là à l'instant sur le côté caravane. Un des clichés qu'on a sur les Roms aujourd'hui, c'est que les Roms sont nomades. En fait, non, les Roms vivent en caravane. C'est pas un choix de vie, c'est pas un mode de vie, c'est un choix par défaut. Parce que, faute de mieux, vous allez interroger tous les habitants du terrain de la Flambert aujourd'hui et tous ceux qui vivent en bidonville en France. Leur seule demande, c'est de vivre en appartement ou de vivre en maison, puisqu'en Roumanie, ils avaient tous des maisons. Donc c'est vraiment un cliché de dire non, ils sont nomades, c'est un choix de vie. Non. Ou alors ils vont être nomades d'un terrain à l'autre parce qu'ils sont expulsés. Mais c'est absolument pas un choix de vie. Et après, sur le parcours classique, oui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait qu'une famille en France restait en moyenne 5 ans sur un bidonville et qu'elle sortait du bidonville avec un emploi, par un emploi et par un logement et grâce à un accompagnement social prégnant. Donc c'est pour ça que cet accompagnement social il est très très important et qu'il faut investir là-dedans. Et à l'inverse, par contre, l'étude a montré que pour des personnes qui étaient en bidonville depuis très longtemps, il y a eu l'effet inverse avec un repli sur soi, puisque c'est des gens qui ne vont pas forcément maîtriser le français, qui ne vont pas avoir forcément des papiers à jour, etc. Et donc pour ces personnes-là, ça va être très très difficile de les reloger, parce qu'il y a un cercle vicieux qui s'est mis en place et compliqué de trouver une issue. Alors on voit bien que dans le parcours que nous racontent Andrei et Frindus, il y a une vraie volonté de ce que Andrei raconte sur l'école notamment. Tu disais, je voulais y aller le plus possible, donc on voit bien cette volonté. Sur ces parcours migratoires, l'aller n'est pas toujours direct de la Roumanie ou de la Bulgarie à la France. Ça peut passer peut-être... Quels sont les trajets, les routes possibles par lesquelles passent les familles roms quand elles émigrent en France? Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de trajet classique. C'est vraiment en fonction de chaque possibilité. Ça dépend, ça peut être des regroupements familiaux. C'est comme des parcours migratoires classiques qui sont indépendants des Roms. La plupart des familles sur le terrain peuvent avoir des proches d'ailleurs en Espagne, en Allemagne, en Italie. Ça dépend vraiment de chaque famille. Voilà. Est-ce que justement il y a des pays plus propices que d'autres en Europe? Non. Pas que je sache. En tout cas, les conditions de vie me sont malheureusement similaires, toujours pour les Roms d'Europe de l'Est. Attention, pas pour les Roms en général. Mais on trouve des bidonvilles par exemple dans tous les pays. Malheureusement la situation est similaire et c'est tellement similaire que on parle de politique publique au niveau européen. Oui, tout à fait. Et on va voir peut-être dans la dernière partie de cet échange que justement la question des droits, elle est européenne, bien entendu. Je voulais revenir quelques instants sur ce phénomène des bidonvilles qu'on a évoqué au tout début. C'est une exception française ou pas? Et non, malheureusement, ce n'est pas une exception française. Je crois que le plus grand bidonville concernant les Roms, d'ailleurs, se trouve en Italie, donc il y en a partout. Et encore une fois, c'est pas un choix de vie, c'est faute de mieux parce que malheureusement la demande de logement elle est partout saturée, donc c'est compliqué. Et puis c'est pas parce qu'ils arrivent en France qu'ils sont roms qu'on va leur donner un logement. Ils ont droit à un logement parce qu'ils ont ouvert des droits. Ça aussi c'est un cliché. On pense que c'est parce qu'ils sont immigrés ou parce qu'ils sont roms. On fait tout pour eux, mais non. À un moment donné, ils ont ouvert des droits, donc c'est leur droit. Puis le logement est un droit pour tous. Et donc c'est pas une exception française. Et puis il faudrait aussi rappeler que les bidonvilles, ça fait un peu partie de l'histoire migratoire française,
puisque en France, on trouve des bidonvilles depuis les années 1960. Et en 1960, on y parquait des Algériens, puis des Portugais, puis des Espagnols. Donc les Roms, quelque part, c'est un peu la suite de ces parcours migratoires. Peut-être que dans 10 ans, on trouvera une autre population dans des bidonvilles, quand on aura réussi à sortir les Roms, puisque on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais en France, on estime, c'est compliqué de savoir combien il y a de Roms en France, parce que les statistiques ethniques sont interdites, mais on estime entre 15 et 20 000 personnes, le nombre de personnes vivant en bidonville, en squat ou hôtels sociaux. Ça ne veut pas dire que tous sont Roms, il y a des personnes qui ne sont pas Roms ou qui ne se désignent pas comme Roms dans les bidonvilles, mais on va trouver, alors la plupart sont roumains ou bulgares, mais on va aussi trouver des Albanais, on va aussi trouver des Serbes, etc. Et ça ne veut pas dire que tous les Roms sont en bidonville, puisque le Conseil de l'Europe a estimé à 400 000 tziganes le nombre de tziganes en France. Donc là, dans son acceptation large. Mais c'est compliqué d'aller plus loin parce qu'en France, on ne peut pas compter. C'est interdit, les statistiques ethniques. Sur la définition du bidonville, est-ce que ce sont des espaces ou des terrains concédés, avec des guillemets, bien entendu, par les communes, par exemple, pour s'implanter, ou c'est des terrains qui sont, je ne veux pas dire squattés, mais occupés de manière libre par les familles qui arrivent? Comment ça se passe? Encore une fois, là, il y a de tout. Alors, par exemple, la Flambert. La Flambert va fêter bientôt ses 15 ans. Enfin, c'est un triste anniversaire, mais va fêter ses 15 ans l'année prochaine, ou cette année. Donc, les Roms qui habitent à la Flambert sont arrivés à Toulouse en 2002. Ils ont été de terrain en terrain, d'expulsion en expulsion. Donc, du coup, expulsion parce que des terrains occupés illégalement. Ils se sont installés sur le terrain de la Flambert, qui est un terrain privé. Et en 2008, la municipalité de l'époque a décidé de louer le terrain aux propriétaires privés pour stabiliser en quelque sorte la situation et pour éviter de repousser le problème. Donc la Flambert est un terrain légal, entre guillemets. Par contre, la plupart des bidonvilles sont dans des situations illicites en France, puisqu'ils sont occupés sans droit. Donc du coup, c'est ce qui explique les expulsions par les municipalités ou les préfectures. D'accord. Alors peut-être que c'est le moment de s'intéresser un peu au quotidien, à la vie quotidienne, justement, dans les bidonvilles en général, mais peut-être plus particulièrement à la Flambert, que vous connaissez bien, avec peut-être une précision que Frindus a évoquée tout à l'heure. Tu parlais de ce qu'il y avait avant 2015, après tu as dit les choses se sont débloquées. Je crois que c'est comme ça que tu l'as dit. Les Roms sont des Européens, qu'on le veuille ou pas, avec des droits plus ou moins limités. Enfin, il y a les droits sur le papier, puis après, effectivement, ils ont longtemps fait l'objet de mesures transitoires, ça s'appelait comme ça, avec des métiers réservés qui les excluaient de facto de la recherche d'emploi. Alors peut-être que dans un premier temps, je vais demander à Nathanaël si tu peux nous expliquer un peu ça, détailler un peu ce que je viens de dire. Alors, ce n'est pas les Roms qui avaient des mesures transitoires, c'est les Roms roumains et bulgares. Il faut savoir il faut rappeler que la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l'Union européenne en 2007. Donc, ce qui fait que les citoyens roumains et bulgares sont des citoyens européens. Donc, le droit européen s'applique comme des Français ou des Espagnols. Et les Roms, parce que les Roms, rappelons que ce n'est pas une nationalité. Frindus et André ne sont pas de nationalité rom. Personne n'est de nationalité rom. Donc, ils sont rattachés à une nationalité, à un pays. Donc la Roumanie et la Bulgarie sont arrivés en 2007, mais par contre, les citoyens roumains et bulgares, qu'ils soient roms ou pas, ont intégré leur plein droit européen à partir du 1er janvier 2014. Et donc entre 2007 et 2014, il y avait ces fameuses mesures transitoires pour n'importe quel citoyen roumain ou bulgare. Donc effectivement, ça excluait pas mal des citoyens, et notamment les Roms roumains, du marché du travail. Et au 1er janvier 2014, tous les verrous législatifs ont sauté, et nous on a vu la différence à la Flambert. Ce qu'évoquait Frindus donc précédemment. Et c'est ce que disait aussi André avec sa mère qui a trouvé un travail, c'est-à-dire qu'à partir de 2014, le marché du travail s'est ouvert, et comme les Roms ne viennent pas en France que pour profiter des allocations sociales, ils ont tous envie de travailler. La plupart des familles du terrain ont trouvé un travail. Et ça, c'est à partir de 2014. Et donc, qui dit travail, dit logement, dit appartement, etc. Et donc, dit intégration et inclusion. D'accord, donc une pleine ouverture, on va dire, des droits. Donc, du coup, quel est le quotidien sur le terrain de la Flambert? Alors, j'ai dit tout à l'heure 200 familles, je crois que c'est un petit peu moins, en fait, maintenant. Alors, c'est 200 habitants, c'est 45 ménages pour 160 habitants aujourd'hui. D'accord. Et avec quand même énormément d'enfants et d'enfants en bas âge. Oui, la moitié à peu près. Voilà. Alors, comment ça se passe, le quotidien, sur le terrain de la Flambert pour toutes ces familles, pour ces 45 familles, adultes et enfants?
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? Peut-être d'ailleurs au travers de ce que vous faites au quotidien auprès d'eux. Hein. Ouais. En fait, le terrain, c'est comme un petit village, en fait. C'est comme un petit village, du coup, tout le monde se voit, tout le monde se croise. C'est pas... tout le monde sait ce qu'il fait l'autre, par exemple. Tout le monde voit tout ce qu'on fait, quoi. C'est un peu... c'est comme... T'avais pas de vie privée, quoi, parce que là-bas, tout ce qui est fait, ça s'entend, et tout ce que... À voir, ça se voit, quoi. Il n'y a pas d'intimité, quoi, en fait, c'est ça? Au-delà de ça, ça reste un bidonville. Et c'est quoi un bidonville? C'est un lieu où il n'y a pas de douche. Il y a des toilettes à la Flambert, mais pas dans tous les bidonvilles, mais c'est des toilettes qui sont inutilisées parce qu'elles ne sont pas entretenues. Donc c'est aller aux toilettes, se débrouiller pour aller aux toilettes. Il y a 8 points d'eau, mais pas d'eau potable, puisqu'entre le point de départ de l'eau et l'arrivée d'eau, il y a tellement de merde que l'eau n'est pas potable. Donc 8 robinets pour 200 habitants, c'est quand même... traverser un terrain pour aller chercher de l'eau, imaginez ça dans votre vie quotidienne. C'est ça c'est la réalité d'un bidonville, et c'est la réalité de la Flambert. Donc c'est pas le pire bidonville, parce qu'il y a des bidonvilles où c'est encore extrême, mais c'est quand même pas le top au quotidien. Et ça fait 15 ans quand même, la Flambert. D'accord, donc des conditions plus que précaires et qui sont plutôt des conditions de survie ou de subsistance plutôt que des conditions de vie. Justement, parlant de subsistance, quels sont les moyens de subsistance? De quoi vivent les habitants de la Flambert, justement, au quotidien? En fait, il y en a qui ont le travail, mais c'est surtout les vieux qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont vieux. Il faut en faire la manche. Oui, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas tout ça. L'accès aux soins, d'ailleurs, aussi, comment ça se passe? Il y a Médecins du Monde qui intervient du coup historiquement sur le bidonville et qui fait un énorme travail depuis 15 ans, enfin même plus de 20 ans avec les familles, parce que les premières sont arrivées en 2002. Mais après, du coup, c'est toujours pareil. La plupart des familles ont ouvert des droits. Donc aujourd'hui, encore une fois, à la Flambert, parce que c'est pas partout pareil. Mais beaucoup de familles qui ont des travails, donc c'est surtout dans le nettoyage pour les habitants du terrain. Mais beaucoup de familles ont un numéro de sécurité sociale ou une carte vitale et peuvent aller chez le médecin comme n'importe quel citoyen. Voilà. Donc ils ont ouvert des droits, donc ils en profitent. Après, soit ils ont la CMU, soit ils ont une mutuelle pour ceux qui sont dans des meilleures conditions. Mais l'accès aux soins est relativement assuré. D'accord. Les campements, ils continuent d'être illicites. C'est une tolérance plus qu'un droit. Les Roms ne sont pas toujours en règle, je pense, en situation de papier, enfin, au regard des exigences de l'État. Quels sont les risques encourus quand on est Rom sans papier et sur un terrain comme celui de la Flambert? Est-ce qu'ils ont encore cette crainte de l'obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF que tu évoquais tout à l'heure? Ça dépend des situations. La Flambert, non, il n'y a pas d'expulsion possible parce que c'est conventionné par la mairie. Par contre, de manière générale, quand il y a une expulsion qui est ordonnée par la préfecture ou par la municipalité, il y a une circulaire interministérielle de 2012. Alors, ce n'est qu'une circulaire qui n'a aucune valeur juridique, malheureusement, mais qui propose aux municipalités de faire un diagnostic social avec tous les acteurs pour évaluer justement qui habite sur le terrain et où en sont les habitants. Et c'est là où la distinction citoyen européen ou pas, elle est importante, parce qu'en fonction de leur situation, ils vont avoir des solutions proposées différentes. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on est un citoyen européen que quand on ne l'est pas. Après, être en règle, ça reste des citoyens européens, donc ça veut dire que le droit européen s'applique, et le droit européen, il dit qu'on a le droit de rester 3 mois sur un territoire, dans un autre pays dans l'Union européenne, au-delà de 3 mois, si on représente une charge pour le pays d'accueil est en droit de renvoyer dans le pays d'origine le citoyen. Mais c'est une règle qui s'applique aussi pour un Français qui va en Espagne. C'est les fameux faux touristes, oui. C'est ça. Donc du coup, les municipalités jouent sur ce droit-là, parce que j'ai rarement vu une préfecture qui allait chercher un Espagnol qui est resté plus de 3 mois sans justifier. Par contre, on joue sur ce droit-là contre les Roms pour les renvoyer en Roumanie ou en Bulgarie après 3 mois s'ils justifiaient, si on estimait qu'elle représentait une charge pour la France. Donc ce sont ces fameuses OQTF. Et il y en a encore qui tombent, malheureusement. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ou sentir, évaluer qu'il y a une réelle volonté de les expulser?
Est-ce que les choses évoluent, justement, on évoquait avant 2015 et après 2015, est-ce que ça a marqué un tournant dans cette politique-là d'expulsion? C'est difficile à dire parce que là, moi j'ai l'impression que de notre point de vue, que ça a été ramené à une échelle locale et qu'il y a des communes et des municipalités qui prennent à bras le corps la question de l'intégration des Roms dans leur commune et qui vont mettre des dispositifs en place pour les reloger et en faire des citoyens à part entière. Il y a des communes en France qui sont totalement réfractaires et qui préfèrent justement mettre les Roms à la marge, donc d'expulser un bidonville dans la commune d'à côté. Donc c'est à 200 mètres, mais c'est plus sur le périmètre de la commune. Donc c'est plus le problème de la commune. Donc ça, c'est très local. Après, en faire des généralités, je ne sais pas, la France s'en soucie, enfin tente de s'en soucier, avec notamment la DIAL, avec le programme national de résorption des bidonvilles, et le soutien de l'Union européenne, du coup, qui met en place des politiques publiques à l'échelle européenne, voilà, pour intégrer les Roms. D'accord. Vous avez tous les deux mentionné avoir subi le racisme, en Roumanie, en tout cas pour Andrei, puis en France. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce quotidien, cette confrontation au racisme à l'école, dans la rue Après, on a vécu beaucoup le racisme à l'école parce qu'ils se moquaient de nous, parce qu'on n'avait pas les habits, on n'avait pas les cartables qu'il faut et qu'on est Rome. Par exemple, si on n'avait pas les moyens qu'il faut, ils nous disaient vous faites de la manche, et tout ça. On a vu votre maman au feu rouge, tout ça quoi. C'était des clichés comme ça et surtout pas te laver ou des trucs comme ça quoi. Frindus, pareil, Oui. genre de choses. Et aujourd'hui, vous occupez, on va venir justement à vos actions sur la Flambert. Vous êtes tous les deux très investis auprès de l'association Rencontre Homme-Nous. Vous êtes présents quotidiennement sur le terrain. Je pense qu'on va aussi essayer de passer un moment sur tout ce que vous faites depuis, tout ce que vous avez fait plutôt depuis le début de cette pandémie. Votre quotidien auprès des familles, comment ça se passe une journée classique de Andrei et de Frindus? Comment ça fonctionne? Alors là, enfin, on ne sait pas comment ça se passe en fait tous les jours parce que, par exemple, si je vais aujourd'hui, ils ont besoin de papier, ben, tout le monde va te sauter dessus parce qu'ils ont besoin de ça. Et des fois, c'est compliqué, mais on le fait avec parce que ça retombe sur nous et il n'y a pas personne d'autre qu'il faut qu'il le refasse, quoi. Moi, je rebondis dessus parce qu'à Rencontre Nous, justement, il n'y a pas de journée classique. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui, ce n'est absolument pas la même que la journée d'hier, qui n'était pas la même que celle de dimanche. Et voilà, c'est ainsi de suite. C'est vraiment, chaque jour, c'est surprise, c'est tension, c'est bonnes nouvelles. C'est vraiment au jour le jour. Tu as le même regard, Frindus? Tu le vois de la même façon? Après, nous, on est habitués de rester sur le terrain parce que c'est notre rôle de rester sur le terrain et d'aider les familles. Alors, est-ce qu'ils viennent naturellement vous voir ou c'est plutôt vous qui essayez d'aller auprès d'eux ou de peut-être tirer un petit peu pour savoir qu'il y a un problème qui se pose? Non, je vais juste préciser que la Flambert, c'est un terrain municipal qui est géré par la ville de Toulouse et la ville de Toulouse a mandaté l'association Solia en 2015 pour l'accompagnement socio-professionnel. Donc c'est-à-dire que normalement, c'est pas Rencontre Nous qui accompagne socialement les familles. Donc pour toutes les démarches Pôle emploi, CAF, tout le quotidien social et administratif, c'est vers Solia qu'ils se tournent. Mais il y a une partie du terrain qui n'est pas accompagnée par Solia, et donc elle se tourne vers nous parce que on est là tous les jours et parce qu'on représente quand même le système extérieur et que moins vers Andrei et Frindus parce qu'ils sont roms, moi je fais le gadget, donc c'est moi qui fais tous les papiers. Enfin, c'est plus simple comme ça, pour eux en tout cas. Et surtout depuis le confinement, où nous, on n'a pas été confinés, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais du coup, on représente toujours, depuis le confinement, on sait, les gens pensent que ça y est, on est là tout le temps et on est là pour ça. Donc oui, ils viennent vers nous. Après, par contre, sur les questions d'école, on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, sur certaines familles, c'est surtout nous qui allons les chercher ou dans des situations problématiques.
Justement, parlons-en peut-être immédiatement justement de cette question d'école, puisque c'est quand même une occupation très importante pour l'un comme pour l'autre de ce suivi des enfants. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la scolarisation des enfants? Quelles sont vos actions tous les jours auprès des familles et des enfants? En fait, comme vous le savez, moi je suis médiateur scolaire. Et du coup, mon rôle, c'est que tous les enfants vont à l'école et qu'ils restent et qu'ils réussissent à l'école. Et du coup, en fait, nous, on a mis en place, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, une continuité pédagogique avec les enfants, puisque il y avait une forte demande d'aller à l'école, quoi, enfin, tout ça. Et on s'est aperçu pendant le confinement que les élèves, ils avaient besoin de nous puisque quand on allait chercher les enveloppes pour qu'on les donne pour qu'ils les fassent, ils avaient besoin de l'aide et que voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un avec eux pour que les aide. Du coup, on a décidé de mettre en place le soutien scolaire avec des bénévoles 2 fois par semaine. C'est de 4 heures jusqu'à 7 heures, non, de 5 heures demi jusqu'à 7 heures après les cours. Et ça marche plutôt bien parce qu'il y avait vraiment une forte demande et c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui ça se fait vraiment bien, quoi. Et on a décidé de la garder parce que ça marche très bien, même si on reste 10 heures dans l'Algeco, il y a des enfants tout le temps. D'accord. Tu voulais compléter, Nathanaël? Oui, c'est vrai que historiquement, en fait, l'école ne fait pas partie, ce que je disais en introduction, la rencontre à nous, c'est né d'un projet culturel. C'est vraiment l'entrée est culturelle. Naturellement, on a glissé vers l'école donc à partir de 2017, mais on n'a jamais été mandaté pour faire l'accompagnement scolaire de l'école qui relevait de Solia. Et André est médiateur scolaire. Il a dit tout à l'heure, il était animateur. Parce qu'en fait, l'État, donc c'est la DIAL, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement, qui a débloqué des crédits en 2020 sur un programme dédié à la médiation scolaire. Donc l'État finance 31 postes au niveau national de médiateurs scolaires, et donc André en profite. Donc c'est-à-dire qu'à partir de août 2020, on a déposé un dossier au niveau de l'État et pour la gestion scolaire du terrain, parce qu'on s'est aperçu après le confinement qu'effectivement que tous les enfants avaient une soif d'apprendre, et voilà, et encore une fois le cliché de ils veulent pas aller à l'école est totalement faux. Oui, on voit bien pardon de t'interrompre un instant, ce que nous a expliqué André sur son propre parcours illustre bien que c'est d'une part, de par sa volonté d'aller à l'école, qui lui a permis d'avancer et de trouver une place active et de s'investir. Donc pardon, je t'ai interrompu. Oui, puis je sais pas s'ils l'ont dit, je me souviens plus, mais il y a aussi les parents viennent aussi en France parce que pour la scolarité de leurs enfants, qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus facile en France qu'en Roumanie. Et pour revenir au confinement, donc il y a eu cette soif d'apprendre, et aussi on a fait, ça a été l'occasion, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur ce qu'on a fait pendant le confinement, mais l'association, dès les premiers jours du premier confinement, on a réalisé un nouvel état des lieux du terrain, et on s'est aperçu que tous les enfants n'étaient pas inscrits à l'école, donc alors que l'éducation est obligatoire de 3 à 16 ans, et que 2, c'est pas parce qu'ils étaient inscrits à l'école qu'ils allaient à l'école. Donc André disait, aller à l'école, rester et réussir à l'école, c'est les 3 piliers de notre projet de la médiation scolaire qui rejoignent ceux de la campagne École pour tous d'ailleurs. Et donc on a passé beaucoup de temps à inscrire les enfants à l'école, donc ce aller. Et le soutien scolaire, par exemple, c'est comment on favorise le fait qu'ils restent et qu'ils réussissent à l'école. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et aujourd'hui, ça représente 47 enfants sur le terrain, par exemple. Alors, cette intervention de Nathanaël me permet de renvoyer les spectateurs, auditeurs au site du conseil départemental sur la page des colporteurs, puisqu'il y a une superbe exposition qui a été mise en ligne proposée de façon virtuelle, qui s'appelle Vivre en bordure, et où notamment vous allez pouvoir retrouver en images les actions autour du soutien scolaire ou de l'accompagnement scolaire plutôt mené par Rencontre nous. Voilà. On a évoqué, vous avez commencé à évoquer justement
la pandémie, la période de Covid, on arrive, le temps file. La pandémie, elle a accéléré de nombreuses inégalités. On l'a souligné assez récemment sur les rencontres pour l'égalité au mois de mars, sur une table ronde qui s'appelait le Covid accélérateur des inégalités. Donc évidemment, sur le terrain de la Flambert comme ailleurs, la situation a changé. Les sources de revenus, je suppose, ont été en voie de disparition pour les familles. Les écoles étaient fermées, plus de cantines, plus de restauration scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les premières urgences que vous avez constatées déjà sur la période de confinement ? Oui, alors effectivement, tu le disais, la crise est venue précariser davantage une situation qui était déjà très précaire. Donc effectivement, je laisserai après Andrei parce que c'est lui qui présentera ce qu'on a fait concrètement. Mais au niveau de l'association, tout de suite, on s'est dit c'était pas possible qu'à une période comme ça, on se confine nous aussi. Il fallait qu'on reste présent, puisque c'est là où le travail social prend tout son sens et on était obligé d'être là. Donc du coup, on a quand même demandé aux jeunes, parce que c'était un risque. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était que le Covid, on ne savait pas, c'était un peu la panique partout. Et tous les jeunes, et c'est pour ça que je laisse la parole à Andrei après, ont accepté d'être solidaires et de participer à cette solidarité-là. Et donc du coup, nous, tous nos projets culturels étaient totalement en pause puisqu'on ne pouvait rien faire. Et on a totalement réorienté nos missions et notre quotidien pour l'adapter aux urgences. Et je laisse Andrei du coup présenter ce qu'on a fait. Les urgences sur le terrain, c'était la bouffe. Parce que les gens qui n'avaient pas de travail, surtout les vieux, ils se retrouvaient sans rien parce qu'ils ne pouvaient plus aller faire la manche, par exemple. Et du coup, c'est de là que on voulait être solidaire et être sur le terrain pour aider les gens. Et c'est quelque chose que moi, j'aime bien faire, aider les gens, puisque moi aussi, j'ai été aidé. Et du coup, c'est en donnant qu'on peut réussir. Et du coup, pendant la crise, on n'a pas fait que de la distribution alimentaire sur le terrain de la Flambert. On l'a fait aussi sur un autre terrain. On l'a fait sur 2 terrains. On le faisait 2 fois par semaine, si je ne me trompe pas. Chaque semaine, on a ramené de la farine, du lait, enfin tout ce qui est pour nourrir. Ça, c'était le premier point. Effectivement, la première urgence, c'était la distribution alimentaire. Et alors, je précise quand même que c'est pas Rencontre Nous qui a porté la distribution alimentaire. En fait, on s'est intégré à l'énorme machine qui a été coordonnée par AMI2S et Ressources Solidaires et l'ANRAS qui faisait la distribution. Nous, on a juste demandé à ce que la Flambert intègre ce chemin, cette énorme machine. Et ça, effectivement, c'était une distribution par semaine. Et après, mais l'autre urgence, c'était le côté sanitaire, puisqu'on était en pandémie, on savait, il y avait les gestes barrières, mais il fallait que les gens sur le terrain aient connaissance de ces gestes barrières. Donc on a distribué des masques, on a sensibilisé, on a fait des maraudes avec Médecins du Monde toutes les semaines pour s'assurer que tout allait bien pour les familles. Et puis surtout la continuité pédagogique, puisque dès les premiers jours, on s'est rapproché de toutes les écoles pour pas que les élèves perdent le lien. Donc effectivement, au début, on allait chercher des enveloppes dans chaque école qu'on remettait aux enfants, mais l'enfant était avec son enveloppe et se demandait je fais quoi avec mon enveloppe, moi je ne sais pas faire. Sauf qu'on était en pleine pandémie, on savait pas, donc on a très vite réfléchi à comment les aider, d'où la naissance du soutien scolaire avec des bénévoles, puisqu'il fallait, mais ça a mis un certain temps, ça a été rapide, mais ça a mis du temps, puisqu'il fallait quand même que ça soit encadré, avec un protocole sanitaire qui soit conforme et qui soit accepté par tous. Donc on a mis du soutien scolaire à partir des premiers jours d'avril. Ce qui donne peut-être l'occasion quand même, enfin pas peut-être, mais très certainement, de saluer d'une part quand même de l'action de Rencontre Nous, et puis peut-être plus particulièrement de Andrei, de Frindus, et puis de quelques autres, pour suivre la vie de l'association depuis un certain temps, puisque pendant toute la période de confinement et après confinement, vous n'avez pas quitté le terrain quasi une seule journée. Voilà, donc je pense quand même que ça mérite d'être souligné, d'être mis en avant. Vous avez fait un travail très constant de présence et vous n'avez jamais lâché, et je pense que c'est toujours le cas. Donc, Oui, et moi je te remercie de dire ça, parce que moi, à titre personnel, je sais de le rappeler, parce que c'était le premier confinement, c'est pas le deuxième. Le premier confinement, les gens qui étaient présents sur le terrain, sur les terrains, parce qu'il n'y a pas que la Flambert, mais qui étaient présents, qui n'étaient pas confinés, ils se comptent, ils sont rares. Donc là, c'est vraiment ce sont les visages de la solidarité du quotidien. Ils sont là.
Et c'est pas ceux qui étaient présents au deuxième confinement où tout le monde pouvait sortir plus ou moins librement. Là, c'est vraiment eux qui étaient au quotidien, qui prenaient les risques à une période où on ne savait pas ce qui nous attendait. Et là, pour le coup, alors si nous, nos quotidiens sont totalement différents d'une journée à l'autre, pendant le confinement, c'était encore pire. C'est vraiment... on passait des heures et des heures. Enfin, moi, ça nous arrivait de passer du matin au soir à la Flambert. Et cette idée de raconter, de se souvenir, elle a été très présente très vite au sein de l'association, puisqu'on a très rapidement invité Gaël Jordan, photographe, à venir photographier ce qui se passait sur le terrain, parce qu'on savait très bien, nous on est tout petit comme association, enfin on était tout petit, on est devenu un peu moins, mais on savait très bien qu'après le confinement, on se serait fait bouffer, et puis on ne parlerait plus de ces jeunes-là, parce qu'on n'a aucun poids médiatique, on n'a aucune visibilité. Donc on voulait absolument que les gens, que les partenaires, les institutions, les associations se souviennent, sachent que Rencontre Nous et les jeunes de l'association étaient présents sur ce terrain-là. Donc c'est en ça qu'on a invité Gaël à venir photographier les distributions alimentaires, le soutien scolaire, les maraudes sanitaires avec Médecins du Monde. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu, à la fin du confinement, raconter tout ce qu'on a vécu à travers un journal qui s'appelle Vivre en bordure, la Flambert en temps de confinement, qui centralise toutes les photos, toutes les correspondances, parce qu'on a aussi maintenu le lien avec les partenaires et avec nos adhérents, avec des correspondances toutes les semaines, où on racontait ce qu'on faisait, où les jeunes prenaient la parole avec leurs mots, très simplement, mais très humainement. Et ce journal, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, raconte tout ça, toute cette aventure du confinement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je souhaitais mettre l'accent sur cet investissement, cette implication qui me semble saluable, quoi. Voilà, alors je vais peut-être arriver à la dernière question de cet échange en mode avenir. Qu'est-ce qui reste à faire au-delà de la sortie de la pandémie? Je pense qu'aucun de nous n'est capable de dire si c'est l'affaire d'un mois, de 6 mois ou d'un an. On espère tous, bien sûr, que ce sera le moins possible. Mais qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui à la Flambert pour améliorer la situation des Roms et puis peut-être globalement qu'à la Flambert en France? C'est quoi les priorités aujourd'hui pour vous? Les priorités aujourd'hui, c'est de travailler, d'aller à l'école et d'avoir un logement. Et plus de médiateurs. Pardon? Et plus de médiateurs. Plus de médiateurs. Ça pour renforcer les actions de l'association. Alors, oui, pour l'association, mais de manière générale, pour ressortir un peu de la Flambert, effectivement, c'est que l'État a débloqué 31 postes de médiateurs. Et nous, à travers l'exemple d'André, on le voit que la médiation scolaire, ça fonctionne. Et vous allez interroger les écoles avec qui on travaille, elles vont le dire aussi. C'est que il y a un vrai lien qui s'est instauré et les apprentissages des enfants progressent, que les enfants vont plus à l'école, donc l'assiduité est renforcée. Donc investir dans la médiation scolaire, accompagner les élèves à l'école, ça fonctionne. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et André et Frindus en sont les plus beaux exemples, que l'école est un vecteur d'inclusion pour la maîtrise du français, pour l'emploi. Et tant mieux, donc il faut investir là-dedans. Et il faut aussi investir pour ceux qui ne peuvent plus aller à l'école. Les grands, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement social, aller vers l'emploi, aller vers le logement. Et c'est comme ça qu'on arrivera à fermer les bidonvilles. Parce qu'encore une fois, les habitants des bidonvilles, qu'ils soient roms ou pas, ne demandent qu'une chose, c'est de sortir des bidonvilles et vivre en appartement. Pour s'intégrer. Pour s'intégrer, c'est peut-être le mot de la fin que prononce André, et le conseil départemental et les chemins de la République essaieront de continuer à être à vos côtés sur ce chemin. On regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. C'est vrai qu'on s'appelle de temps en temps. Voilà, donc je voulais vous remercier tous les trois, déjà pour ce que vous faites. Et deuxièmement, pour avoir pris le temps, dans un emploi du temps que je sais très chargé, de venir auprès de nous sur les chemins de la République pour enregistrer ce colporteur, dans l'idée peut-être d'expliquer au plus grand nombre ce que sont les Roms et leur quotidien. Voilà, donc merci infiniment à vous trois et salutations à tous les autres bénévoles de l'association. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir. À bientôt.